Bonjour, dans cet nouvel épisode de Realize Note, donc notre émission dédiée aux développeurs du magazine Programmé, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, donc dans ce numéro de mai 2022, donc Wajdi Benrabah. C'est un immense plaisir de t'accueillir. Après moult problèmes d'agenda, on trouve enfin le temps de t'accueillir quelques minutes et de discuter avec toi alors de multiverse. Alors on va essayer de débroussailler un petit peu ce millimélo de pseudo-marketing ou de marketing tout court d'ailleurs. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tout d'abord, merci beaucoup François, le plaisir est vraiment partagé, ça fait vraiment longtemps et malheureusement ça partait un peu dans tous les sens au niveau de challenge en ce moment. Alors je m'appelle Wajdi Benrabah, je suis directeur de pôle développement en freelancing en fait avec plusieurs clients. J'ai cofondé quelques startups et sur mon temps libre, ça m'arrive d'explorer un peu tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, et nouvelles technologies comme Solidity et compagnie. Voilà. Ok, merci à toi. Donc, alors je rappelle que Realize Note donc, est disponible sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Realize Note. C'est disponible aussi sur programmé.com et aussi en version podcast. Alors même si pour ce numéro-là, le podcast ne sera pas forcément le meilleur format, mais on le mettra quand même en podcast. Et tant pis pour quelques détails, mais on pourra toujours se rattraper en vidéo. Alors déjà, juste pour un petit rappel rapidement pour les technologies un petit peu anciennes, ou même les amateurs de SF et d'anticipation. Alors, je rappelle que le multiverse ou le métaverse plutôt, alors c'est pas une notion nouvelle dans la SF, donc science-fiction, on connaît déjà. Un des meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est dans la fameuse série Battlestar Galactica, avec la notion de projection des Cylons. Donc, si vous ne connaissez pas cette idée de projection, il faut absolument re-regarder de nouveau cette série parce qu'elle est absolument superbe. On l'avait aussi un petit peu dans la réalité virtuelle, alors du web cette fois-ci, avec tout ce qui était Second Life, eWorld d'Apple il y a quelques années, etc. Donc, mais là, effectivement, sauf si je me trompe, on va aller un petit peu plus loin, mais effectivement, plus dans le côté extrêmement immersif, un petit peu à la Tron, je dirais, ou dans Matrix, ou dans un des films aussi de Spielberg. Comment toi, tu définirais un petit peu ce terme aujourd'hui? Ce qui est bien, en fait, avant de définir le terme de metaverse, pour moi, ce qui est bien avec Programmé depuis le début, franchement, et c'est pas vraiment, je te jette des fleurs, François, c'est on va Oh, pas tu peux, parler hein. business. Non, mais non, on va pas parler business, on va juste parler de développeur à développeur, et c'est cool. On va pas vendre du rêve. En fait, la définition dont tout le monde, que tout le monde accepte maintenant dans le metaverse, c'est principalement un monde très immersif, comme tu viens juste d'évoquer. Et ce que Zuckerberg voulait en fait, pousser, c'est avec un prérequis de VR. Voilà. C'est vraiment cette touche de réalité virtuelle. Il pousse un peu son Oculus, etc. Et c'est un peu, un monde virtuel dans lequel on va tous interagir. Ça sera en parallèle en fait avec notre monde réel. Ce monde-là, bien évidemment, il a sa propre économie, son propre business. Il y a des gens en fait, qui poussent un peu pour qu'il soit un peu plus dans tout ce qui est Web 3.0. C'est pas vraiment la vision de Meta, c'est plus corporate. Web 3.0, juste pour rappel, on va essayer quand même de travers les cryptos de donner un peu plus le pouvoir au peuple en fait, de gérer ses propres ressources. Mais c'est un peu, c'est la notion de VR qui est toujours évoquée. Et en fait, on a assisté ces ces derniers mois à la création de plusieurs mondes, plusieurs métavers. Il y en a plein, en fait. Certains d'entre nous ont quand même, je pense, investi dans des mondes virtuels. Il y en a certains aussi
Moi, j'ai vu pas mal d'appart sur les Champs-Élysées qui valent vraiment très, très cher dans le métavers. C'est énorme. Après, ça prend ça prend de la valeur et en tout cas, c'est en tendance actuellement. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on on est d'accord sur la même notion de métavers? Je pense pas, mais on est tous d'accord sur l'immersion et sur le monde parallèle. Alors, tu citais effectivement tout ce qui était la VR, hein, donc la réalité virtuelle. Est-ce que tu inclus aussi dedans tout ce qui est VA, donc en fait, la réalité augmentée, la réalité mixte? Alors, enfin, voilà, les deux technologies sont Ça a complètes. des nuances, hein, mais ça peut être aussi important de le repréciser peut-être. C'est vrai. À mon avis, en fait, ces deux technologies-là vont vraiment ensemble. Et si tu veux vraiment ma vision, oui. Donc, on parle maintenant de XR plus que VR ou AR. Donc, on parle de enfin, voilà, réalité mixte, XR. Et vraiment, en fait, enfin, voilà, on voit plus tout ce qui est métavers avec ces technologies-là en tête, en fait. Rien que là, la dernière fois, j'ai participé à, à, à Meetup de la part de Facebook et ils essayent quand même de pousser la notion de réalité augmentée vraiment, enfin, d'une manière incroyable. Et l'une des questions que j'avais posées, c'est que est-ce que, enfin, ces filtres-là en réalité augmentée vont juste servir à Instagram et Facebook? Et franchement, pour nous développeurs, je ne vois pas trop. Enfin voilà, c'est ok, c'est drôle un tout petit peu, mais au bout d'un moment, voilà. Mais effectivement, c'est pas, en fait, c'est pas ça leur vision. Si tu veux, je mettrai aussi un lien vers la vidéo ou vers la partie en fait dans laquelle j'ai posé. Mais pour eux, en fait, ils voient un peu tout ce qu'on utilise là avec Spark ou avec donc Spark, je pense c'est Snap. Hein. Non, Spark, pardon, Snap Studio ou Spark de Facebook. Bah, en fait, ils voient plus l'application dans des lunettes augmentées. Donc, tout ça, en fait, ça nous mène vraiment dans le même chemin d'immersion. Et c'est pour ça, en fait, je les vois vraiment complémentaires et ça va de pair. En fait. D'accord. Alors, est-ce que... alors, moi, ça me rappelle un spin-off de la série que je citais, donc de Battlestar. Donc, c'est Caprica. Et en fait, dans Caprica, on voyait que l'inventeur en fait, des Cylons crée un monde effectivement alternatif hein, qui va donner la notion de projection d'ailleurs du monde Cylon. Est-ce qu'on va aller vers ça effectivement? Donc on accédait à ce monde alternatif par effectivement les lunettes qu'on connectait directement effectivement un petit peu son cerveau. Est-ce qu'on va forcément passer que par ça? Ou est-ce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, on ait d'autres approches, d'autres devices qui nous permettent de se connecter effectivement à Metaverse? Et autre question subsidiaire, est-ce que chaque constructeur, chaque fournisseur aura son propre monde sans connexion avec le monde d'à côté? Alors, c'est très pertinent. En fait, je trouve que, en tout cas, je pense qu'on aura plusieurs façons en fait, d'entrer dans le metaverse. Je pense là, actuellement, c'est déjà le cas. En fait, le contrat de Ray-Ban / Facebook, déjà, avec les lunettes augmentées, on est une manière en fait d'augmenter notre réalité. Et après, il y a plusieurs casques, HTC, on a Oculus Meta, enfin voilà, on a là, concrètement, on a plusieurs plateformes. Je pense que plus tard, on tend quand même vers une standardisation comme vers la maturité. En fait, je pense que là, on est vraiment au début. C'est pareil dans le domaine des jeux vidéo. On a eu beaucoup de studios voilà, se lancer. Au final, bah, on a eu Stream qui a vraiment rassemblé tout le monde et c'est devenu en fait, enfin voilà, un terrain commun à tout le monde gagne là-dedans. Malheureusement, il y en a, enfin voilà, des petits projets où ceux qui s'adaptent pas ont tendance peut-être à disparaître. Je dis ça avec des pincettes parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle. C'est une tendance métaverse et on ne sait pas si l'histoire va se répéter. Maintenant, excuse-moi François, pour ta deuxième question, c'était est-ce que chaque fournisseur aura son propre monde et est-ce à dire que chaque monde sera dans son coin sans possibilité de connexion?
Euh, ok. Ou, Alors, ou peut-être que c'est trop tôt encore pour le savoir. en vrai, c'est l'idée de Meta actuellement. Ils veulent en fait standardiser tout ça et dire, en fait, si vous cherchez un métaverse, c'est nous. Oui, Et, euh, évidemment. et, euh, Évidemment. exactement. Mais en fait, ce qui est très très sympa et ce que j'adore en fait moi, c'est que sur YouTube, sur les forums, sur les Stack Overflow, enfin vraiment en tout cas les discussions, les échanges des développeurs et des experts dans ce domaine, en fait, on est sur vraiment la plupart des personnes, ils sont vraiment sur un refus. En fait, on n'aime pas que ça soit vraiment approprié par une société. Mais jusque-là, en fait, on a cette force de frappe de méta. Du coup, en fait, il y a une démocratisation de plusieurs autres outils qui sont en mode, voilà, on crée notre monde. Nous, on donne la main aux gens, mais on n'est pas juste comme méta à être juste une corporate, pardon, à juste être une grosse entreprise. Mais nous, en fait, on va fonctionner avec des crypto-monnaies et indirectement, en fait, même nous, en fait, on est basé sur une crypto ou un token donné, et du coup, on n'a pas la main sur. On n'a pas la main sur. Voilà, en mode géant informatique et on influence votre choix, etc. Donc, je pense que là, en fait, il y a beaucoup plus de liberté dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus de projets qui voient de plus en plus le jour là-dedans. Mais à long terme, on verra si encore l'humain va tendre vers quelque chose de corporate comme, voilà, corporate, mais très très bien, ou encore quelque chose d'amateurs, de développeurs qui vont faire leur propre petit open source project, et peut-être petit à petit on va l'évoluer. Je pense pour moi, en fait, ça sera les deux en parallèle, mais ça sera dans un premier temps les corporates qui l'emportent là actuellement, vu les milliards qui sont mis au sein de Meta. Alors, c'est vrai que Meta, aujourd'hui, c'est l'éditeur le plus en pointe sur ça, effectivement, parce qu'ils en parlent quand même beaucoup et que c'est central pour eux. Google était très très actif, effectivement, à un moment donné, avec les Google Glass et d'autres projets. MS s'est réorienté résolument dans le marché très très pro avec les HoloLens. Et celui qu'on attend beaucoup sur le marché, c'est Apple, parce qu'on sait qu'Apple déploie un certain nombre de briques techniques aujourd'hui dans les systèmes, dans un certain nombre de briques internes, sans qu'on voit encore aujourd'hui comment tout ça va se faire. Alors, est-ce que tu sens effectivement une sorte d'attentisme où chacun travaille un petit peu dans son coin et plus ou moins secrètement, et lorsque un de ces deux, trois que j'ai cités va vraiment se lancer, là, par contre, on va pouvoir vraiment y aller à fond, non? Alors, c'est très intéressant. En vrai, en fait, ce qu'on assiste actuellement, c'est on voit tout simplement que au début, il y a Facebook qui a atteint son apogée. Donc, réseaux sociaux, tout le monde est à fond et on est vraiment sur une belle lancée. Il n'y a que de la croissance. À certains moments, il y a pas mal de problèmes au sein de Facebook. Il y a, voilà, je sais pas, des affaires au sein de Facebook qui a malheureusement une mauvaise image. Il a besoin de se réinventer. Et du coup, le domaine qui est en tendance actuellement, c'est le metaverse. Et du coup, il se lance là-dedans. Maintenant, le problème, c'est que metaverse, ok, c'est cool, tout ce qui est VR et compagnie, mais c'est un nouveau, c'est un domaine qui n'a pas été vraiment, il n'est pas en maturité. Il faut vraiment le pousser, chercher vraiment dans tout ce qui est matériel avec Intel, vraiment les processeurs, les lentilles qu'on va mettre, la résolution, le field of view. On va vraiment mettre beaucoup d'argent pour financer ces types de projets. Et franchement, personne n'osait. Même si je suis un peu, voilà, je suis contre tout ce qui est corporate, Facebook et compagnie, mais Facebook a investi énormément pour pousser ce monde VR. Maintenant, voilà, ils n'arrêtent pas de multiplier un peu les conférences là-dedans et de mettre beaucoup d'updates quasiment toutes les semaines. Il y a des updates de version de tracking avec Oculus. Maintenant, pour revenir aux autres acteurs, moi, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des autres acteurs ont laissé Facebook faire parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche et développement là-dedans. Il y a beaucoup d'argent à brûler pour arriver à quelque chose de viable ou pas, en fait. Du coup, il y a un gros risque. Facebook a bien fait les choses. Ils ont mis beaucoup d'argent et maintenant, en fait, du coup, en parallèle, bien sûr, il y a Microsoft, mais c'était un peu plus pro, pas crowd, pas vraiment pour n'importe qui.
parle des casques 3000, moi j'ai vu même des 5000 et tout. Enfin voilà, on peut pas. Alors que mon casque d'Oculus est juste derrière moi, il est en train de charger. Et enfin voilà, c'est plutôt sympa. On parle de 200 à 400, même pas 400, 350 euros. Les autres acteurs maintenant, pareil, Sony. Au début, ils voulaient pas dévoiler, ils voulaient pas en fait avancer sur la VR avec la PS5. Et dès qu'ils ont vu en fait que ça avance vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'intérêt de la part des gens juste après comment dire, le lancement du mot metaverse. Et ça a gagné en metaverse, ça a gagné en popularité, ça devenait trending Twitter. Enfin, tout le monde en parlait. Il y a des gens qui investissaient. Il y a beaucoup de scams aussi, mais franchement, ça créait un petit effet boule de neige. Tout le monde suivait et en fait, on se considérait comme un boomer si on connaissait pas. Et juste après, il y a Apple qui a essayé un peu de regarder loin, mais en parallèle, qui a déposé des brevets, et qui s'y intéresse sérieusement à ce domaine. Là, en fait, on parle d'une sortie. Il y a des leaks, hein, rien n'est sûr, bien évidemment. Des leaks de sortie très probables. Parce qu'en fait, les brevets, si vous suivez un peu, on peut tout simplement taper brevet Apple réalité augmentée et on va directement tomber sur 4. Il y a beaucoup de leaks et franchement, ça crée un peu le doute. Il y a beaucoup de leaks. Ils mettent quand même beaucoup d'argent. On parle aussi Apple, il pousse de ouf ce domaine-là de RV, mais pas aussi que RV. Il y a aussi la RA, surtout en fait, qui sont, pour moi en tout cas, le meilleur acteur sur le marché de la réalité augmentée. On parle de LiDAR. Quand on voit le scan LiDAR, on peut virtualiser n'importe quel composant. Maintenant, on peut emporter son salon. Je rappelle que effectivement, les dernières versions de l'iPhone, les très haut de gamme embarquent effectivement un LiDAR. Et quand on sait la précision quand même du LiDAR, c'est quand même assez impressionnant. Exactement. Donc là, du coup, on parle de quelque chose qui pousse ARKit à être vraiment leader sur un marché dans lequel on avait vu Vuforia qui mangeait tout pendant des dizaines d'années et qui sont là pour ils prenaient énormément d'argent aux développeurs. Il n'y a aucune licence qui est gratuite pour la production et bien évidemment en fait, ils ont de la maturité, ils connaissent tout le monde. Ils vendent cher. Alors que ARKit vient, bim, gratuitement, et on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. Soit avec Xcode, avec Unity. C'est assez simple d'utilisation et c'est vraiment puissant. Il y a en parallèle, bien sûr, ARCore, mais très honnêtement, on est loin encore de ARKit. Du coup, en fait, pour récapituler un tout petit peu, on parle de beaucoup d'investissements en RA qu'on voit et beaucoup de brevets qui font référence à des nouvelles sorties pour moi. Les leaks disent 2023-2024, et je pense que ça va venir assez vite vu qu'en fait, il y a Sony, comme tu le sais, en parallèle, il y a PSVR 2. Oui, tout à fait, oui. Ça s'accélère. Il y a aussi des nouveaux acteurs chinois qui essayent de s'imposer, qui cassent un peu le marché. Pareil pour HTC et compagnie. Alors, tu nous parlais effectivement des bases techniques. Alors, ça fait quand même effectivement à la mode de transition. Aujourd'hui, comment on construit un petit peu tout ça? Parce que on avait échangé il y a quelques semaines sur les stacks techniques des métaverses. Et en fait, quand on regarde tout ça, c'est un petit peu le foutoir quand même, parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a énormément de choses à prendre en compte, il y a énormément de framework et tout, effectivement, à prendre en compte aussi. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de créer tout ça? Alors, je ne parle pas des usages, mais je parle vraiment de comment, effectivement, on construit son métaverse, en fait. Alors, dans ce domaine-là, comme dans pas mal de domaines aussi, on a la manière forte, vraiment hardcore développeur, bas niveau, qui va essayer de développer le tout de scratch. Mais on a aussi pas mal d'engines qui peuvent nous aider. Là, concrètement, à mon propre avis, à mon humble avis, moi, je ne réinvente pas la roue, donc j'utilise des outils qui m'aident à avancer beaucoup, beaucoup trop vite. Et beaucoup plus vite, pardon, et ça facilite un peu le travail. Mais en fait, j'ai regardé un peu des deux côtés et je
je vais essayer de présenter un peu les deux pour mieux comprendre. Alors, pour développer un métavers, déjà, enfin, ce que je disais tout à l'heure, dans la définition, encore une fois, il n'y a pas de définition vraiment standard, mais enfin, moi, je vois un peu plus la vision de la communauté. Elle inclut beaucoup plus de blockchain. Donc, pour la communauté, tout ce qui est métaverse, ça sera aussi dans le Web 3.0. Donc, ça sera vraiment dans ces crypto-monnaies. Et en fait, il y a beaucoup de cris de la part de la communauté, que ce soit dev ou utilisateur, tout simplement, qui disent on en a marre des GAFAM. Là, pour l'instant, on a le pouvoir sur le produit, quoi. Au moins, voilà, voilà, on garde un peu, c'est décentralisé, etc. Donc, on parle de VR, essentiellement. On parle de social media, d'interaction et de mondes parallèles alternatifs. Bien sûr, c'est utilisé soit dans des concerts, on l'a vu avec beaucoup je ne sais plus, c'est Travis Scott, je pense, ou voilà, il y a beaucoup de publicité. Là, moi, j'ai vu des plugins qui font de la publicité dans les metaverses, et je pense que ça va venir, hein, ce sera aussi un monde parallèle bon à voir. Il y a aussi du real estate, comme on a vu, avec beaucoup de métavers qui vendaient des maisons, des appartes vraiment basés sur le monde réel. Enfin, bref, par analogie au monde réel, du coup, on trouvait des appartements qui étaient très, 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 très chers, et ils étaient sur le Champs-Élysées du métaverse. Donc, voilà, c'est un autre monde parallèle. Il y a aussi pas mal de coaching, de collaboration. On l'a vu aussi avec les casques de réalité virtuelle, les formations VR, enfin, voilà, tout ça, coaching, les réunions, etc. Il y en a de plus en plus. Je pense que j'ai vu même hier la BNP, je pense, commencer un peu une réunion avec des casques de réalité virtuelle. Donc là, on parle de marketing. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment de développeur à développeur au sein de programmer, ce qui est sympa. Mais bon, je vais faire juste un petit clin d'œil au marketing. Là, on parle d'un domaine qui rapporte gros, quoi. Et les estimations en 2024, en billions de dollars, enfin en milliards de dollars, on parle de quasiment 300 milliards de dollars. J'ai les sources en bas. Et on parle de tout ce qui est le travail au sein de ce domaine. Donc, on parle de développeurs VR, développeurs AR, blockchain et compagnie. Et ça ne cesse d'augmenter. Alors, les concepts pour moi, donc juste pour différencier un peu, pour mieux comprendre, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on parle de réalité augmentée, du markerless ou du marker-based. Markerless, c'est on est basé sur une surface, on va la reconnaître, on va augmenter quelque chose. On parle comme Pokémon Go, par exemple. Marker-based, là, on a un pattern, une image on va scanner pour faire apparaître quelque chose. D'accord. Ça, c'est côté AR. Côté VR, bien évidemment, on a plusieurs casques. On a ça. Et côté mixed reality, on a par exemple, le HoloLens, qui te permet un peu d'être dans l'immersion, mais aussi d'interagir avec ton monde réel. Donc, pour commencer avec les VR, comme je disais, pour le métaverse, on suppose que on a besoin de cette notion-là de réalité virtuelle. Et pour ce faire, il y a la manière forte, il y a la manière faible. Donc, on va commencer par la manière faible parce que, qui nécessite beaucoup moins de travail, c'est beaucoup plus facile. On parle par exemple, là, j'ai pris comme cible Oculus. Donc, on va prendre le SDK d'Oculus. Le setup, on parle installer Unity, bien sûr. Dans les dépendances, on a WebGL. Le problème ici, c'est que François, je ne sais pas si je vais essayer de peut-être partager mon Unity, faire ça en live, mais je suis pas sûr. Tout à l'heure, ça marchait pas. Je suis désolé. Hop, partager mon écran. Ok. Connaître. Est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que je sais pas si charge, attends, il charge. Ok, d'accord. Mais il charge un truc. Ah bah non, ça s'est arrêté.
Pas de C'est problème. ça. Je pense que ouais, le stream Ouais. Unity Plus, en fait, il est déjà long. Mm. Genre, c'est pas grave. Dans tous les cas, en fait, je veux pas parler juste pour parler. Les projets, je pense que je vais vous. Enfin, voilà, je te partage ça via Git, ou il y a pas de souci, tu mets sur le compte de programmer, et comme ça, tout le monde, en fait, y a accès. Donc, pour Unity, la manière la plus facile, pour moi, c'est. Enfin, voilà, on va ajouter WebGL parce on va l'utiliser comme dépendance. Et ça, bien évidemment, lors de la création du projet. Donc, vous créez le projet, add module, et là, vous allez trouver WebGL. Sinon, après, en fait, pour vous aider un peu avec les exemples, voilà, je préconise d'ajouter un registre qui est Web Export. Pardon. Donc, il faut aller en haut. Il faut que je retrouve ça, mais normalement, c'est un menu dans Assets, il me semble. Et il faut voilà, ajouter à travers un lien Git. Voilà. Donc, je pense que c'est. Alors, en fait, le Web XR, donc ça, c'est un nouveau standard, je crois bien, c'est ça, hein? Exactement, c'est exactement. Tu as raison de le citer. Donc, c'est un nouveau standard. Malheureusement, en fait, j'ai vraiment, je suis un peu frustré. Je ne peux pas vous partager ce que j'ai ici, mais enfin voilà, faut rajouter les dépendances, et normalement après, on a quelque chose d'assez stable et que tout le monde quasiment utilise pour le développement des expériences web. Après, on a aussi tout ce qui est corporate, hein, bien évidemment. On parle de Oui. 8World, etc. Mais bon, si vous êtes partant pour débourser, je sais pas, par exemple 200, 300 euros pour un petit test non commercial, bah, bon courage. Moi, je préfère vraiment développer ça moi-même. Donc, après avoir ajouté les dépendances, comme dans les registres, Web Export et les interactions, il faut faut importer en fait les exemples. Donc, il faut aller dans Web Interaction et importer from package manager directement. Une fois que vous rajoutez en fait le lien du guide, je pense que j'ai oublié le lien en fait qu'il faut rajouter dans le guide, mais une fois que vous rajoutez, vous auriez les dépendances, il faut aller les importer les exemples. Maintenant, comment on se tape les templates? Allez dans en haut, Window, WebXR, vous allez voir, en fait, il y a une nouvelle entrée qui s'appelle WebXR, et là, copie WebGL template. Et bien évidemment, il faut l'activer. Donc, il faut aller dans Settings, dans le Project Settings sur Unity, et activer. Vous allez trouver, en fait, si tout va bien, vous allez trouver, en fait, Activate WebXR. Si vous trouvez pas ça, en fait, vraiment, je vous invite vraiment à regarder les dépendances, encore une fois, côté Git. Okay, faut vraiment que ça soit ajouté. Essayez quand même de redémarrer Unity si possible, mais sinon, ça devrait figurer ici. Donc, la scène, vous allez vous retrouver avec une scène de désert. Donc, vous allez la trouver dans Web Interaction, dans un dossier qui a été importé dans votre scène en bas, Unity. Il y a un layout de project dans lequel, normalement, il y a scène et. Dans les assets en bas, et vous allez trouver sous Assets, là je l'ai, Assets, Sample, WebXR Interaction, et dans Scène, vous allez trouver une scène de désert. OK. Ensuite, faut switcher la plateforme. Il faut cibler vraiment quelle plateforme vous allez attaquer, et changer. Là, on parle par exemple de web, ou on parle de même Oculus. On peut cibler Oculus directement d'ici. Et on change la résolution de la présentation. Il faut choisir quelle version de WebGL on parle. Donc là, on a 2021, 2020, 2019, etc. Il faut choisir la plus récente. Et il faut activer la décompression. Ça aide en fait justement à avoir une meilleure performance de l'expérience. Donc là, encore une fois, j'ai pris un exemple zéro code. C'est juste un exemple qui est mis en place par la communauté qui travaille sur WebXR. Mais vous allez trouver, en fait, en tout cas, c'est un très très bon début. Moi, j'ai utilisé en fait pour commencer en WebXR. Et franchement, c'est top parce qu'en gros, en faisant juste de la config, du setting, en fait, on a déjà une expérience. Après, on peut juste tout simplement dans la scène, changer des éléments, voir ce que ça donne, voir les event listeners, changer un peu les classes,
rebuilder, jouer avec. Mais en tout cas, c'est un très très bon exemple pour commencer. En tout cas, il y a même de l'interaction dans la scène, parce qu'en gros, c'est une scène de désert, il y a des boules, vous cliquez dessus, vous allez jouer un peu avec le moteur physique, ça va vous suivre, vous pouvez drag, drop, etc. Donc c'est vraiment c'est riche comme scène, ce n'est pas un tic-tac-toe, quoi. Voilà. Donc, le problème que vous pourriez avoir, c'est ça ne marche pas. Et ça, en fait, encore une fois, je le redis parce que moi, c'était vraiment une omission, je l'oubliais tout le temps au début. C'est la dépendance WebGL, pardon. Je l'avais dit plus loin, mais en fait, j'ai mis une diapo juste pour ça parce que une fois oublié, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et si vous l'aviez oublié lors de la création de votre projet, il faut quitter Unity et aller dans Unity Hub, par exemple, et dans le projet en question, il y a des 3 points, en fait, juste à côté, add module, et vous allez trouver WebGL, il faut l'ajouter. Après, le build, c'est assez classique. Hein. On parle là d'une cible toujours HTTPS, et il nous faut un serveur. Donc, il faut... moi, j'ai installé Node, il faut installer HTTP Server, puis génère un certificat très rapide en disant voilà, je vais le déployer en localhost en 127.0.0.1 et une fois que vous lancez votre serveur, c'est bon. Tout simplement l'expérience sera sur votre browser. Il faut bien sûr, faut que j'oublie pas, faut bien sûr s'assurer que on est en HTTPS et on a autorisé cette expérience-là, bien évidemment, à se lancer. Parce qu'en gros, Chrome va gueuler en disant c'est un site dangereux, etc. Le certificat, il n'est pas authentique, quoi. C'est tout à fait normal. On l'a généré pour nous en local. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et comme j'avais dit, en gros, tous les éléments ici, ils sont assez... Enfin, tout, non, mais certains éléments, on peut interagir avec. C'est vraiment un très, très bon début. Au lieu de lire de la documentation, c'est excellent de lire de la documentation, il faut le faire. Hein. Mais en tout cas, pour commencer tout de suite à jouer et voilà, sans comprendre, voilà, et de voir un aperçu, c'est un très bon début. Voilà, côté vraiment... comment dire, disons la manière assez simple, avec des exemples, avec un IDE bien riche, avec, je sais pas, des outils puissants, le build, etc., etc. Maintenant, il y a aussi ça m'arrive aussi de le faire, mais il y a aussi la manière assez disons, bas niveau, ou assez, vraiment vous contrôlez tout, quoi. Donc, de zéro. Il y a tout simplement du web. Tu ouvres ton navigateur, ton IDE, tu commences à développer et on n'a pas de moteur de rendu comme Unity, etc. Ça, on va le voir. Moi, j'ai fait une expérience avec Visual Studio Code. Ouais. Ce que j'ai fait tout simplement, j'ai installé Three.js et j'ai commencé un peu à tout vraiment à créer mon monde moi-même. Donc, il y a un cube ici, il y a une plateforme ici, il y a des éléments là, il y a des bâtiments ici, etc. Et c'était vraiment comme ça. Après, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bon, si on va viser vraiment quelque chose de customisable, quelque chose de vraiment dans le métavers, on va essayer quand même d'inclure tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto, etc. Et une fois, en fait, je me suis dit ça, j'ai supprimé tous les bâtiments et je me suis dit, bon, ok, et si je fais en sorte que, suite à une transaction, en fait, on va, par exemple, il y a François qui achète via mon token, par exemple. Tu vois ici, c'est un peu, je suis désolé pour la qualité, peut-être, je ne peux pas zoomer, pardon, mais tu peux voir, c'est une liste avec des ajouts de clés, valeurs, clés, valeurs, clés, valeurs. C'est des bâtiments, en fait, poste de police, etc. Imaginons, toi, tu as acheté quelque chose, et une fois tu as acheté, on veut le voir dans le Metaverse. Donc, j'ai créé un monde assez basique, bien sûr, en Three.js, parce que sinon, je vais créer vraiment si je veux vraiment créer un gros Metaverse, ça va me prendre peut-être 5-6 ans. Et juste après, j'ai essayé de me concentrer un peu plus sur le côté Solidity, côté vraiment blockchain. Dans ce côté-là, on peut déjà réfléchir à comment on va développer notre propre crypto, notre propre token, et comment on va faire la transaction. Pour ce faire, en fait, je vous conseille un très très bon site,
s'appelle remix.ethereum. Je pense en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé. Remix.ethereum.org. En fait, c'est un IDE en ligne. Ça vous permet en fait de créer voilà, vos propres expériences. Et ce qui est excellent, c'est que déjà, il vient avec un contrat, avec des contrats, avec des workspaces. Vous voyez bien sûr charger votre workspace, exporter, etc., etc. Mais vous avez déjà une base. Encore une fois, moi, je suis un peu le lazy développeur. Donc, si j'ai une base, des choses sur lesquelles je peux me baser, des choses que je peux voir et jouer avec, c'est top en fait. Donc, voilà. Il y a pas mal d'exemples. Ouais, pardon, tu voulais dire un truc? Oui, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que je ferais presque une analogie avec SimCity. Oui, exactement. Tu commences petit avec 2-3 constructions et tu agrandis ta map comme ça en rajoutant des routes, en rajoutant des unités pour l'électricité, des stations de pompiers, etc., etc. En fait, on peut se dire que c'est une sorte de SimCity géant où on construit au fur et à mesure son monde, quoi, en fait. Exactement. Exactement. Moi, en tout cas, je me suis dit, bon, pour l'exemple, voilà, je vais donner à n'importe qui, par exemple, je ne sais pas, la possibilité, en fait, d'avoir son propre bâtiment et pour commencer comme ça, tu vois. Donc, j'ai mis quelques petits cubes pour voilà. Et même les bâtiments en soi, c'est juste des cubes. Hein, voilà, je les ai appelés autrement, c'est juste pour essayer. Et sur cette plateforme-là, on peut créer notre contrat. Pour créer un contrat, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste que je retrouve. En fait, il faut définir son modèle et il faut se dire il faut que je retrouve. Excuse-moi. Hop, hop, j'ai mon contrat ici. C'est un contrat d'extension.sol, bien sûr, parce que c'est Solidity. Voilà, c'est un autre langage. Enfin voilà, c'est un langage qu'on Oui, utilise. parce que ça, c'est un langage plutôt dédié effectivement à blockchain et Web3. On reprécise, ouais, c'est ça. Oui. En fait, ça, on l'utilise vraiment pour créer les contrats qu'on va utiliser dans la blockchain. C'est exactement ce que tu as dit, tu as raison. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si je peux peut-être réessayer de repartager au moins mon navigateur, parce que je pense que ça pourrait intéresser Après, effectivement, en attendant que tu fasses le test de ton écran, en fait, des enjeux qui va se passer, c'est que en fait, les gros métaverses comme Meta, des enjeux, c'est qu'ils vont te sortir effectivement un kit de développement pour t'intégrer dedans, au bout du compte. Exactement. C'est ça. Exactement. En tout cas, dans la blockchain, Facebook a tenté son coup, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà, les gens, c'était un signal assez fort de la communauté, mais on va voir où est-ce que ça nous mène. Là, tant qu'il y a du business, tant qu'il y a la foule, et tant qu'il y a des trucs à faire en fait dans un. Oui, non, c'est ça. Parce que, en fait, c'est comme le début du smartphone, c'est comme toute nouvelle plateforme, c'est que des enjeux, on te fournit effectivement à la base technique, et là, c'est Meta ou d'autres qui vont le faire. Et l'enjeu, c'est vraiment d'attirer les développeurs, les ESN, les éditeurs, etc., pour qu'ils construisent leur bâtiment, leur route dedans, quoi, en fait. On est d'accord. C'est vraiment ça, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc là, on voit ton écran. Ah, cool. Tant mieux. Voilà. Donc, alors, tu peux voir, pour ceux qui sont en podcast, je vous invite de rebasculer à un moment donné sur à la vidéo, évidemment. Ok. Voilà, comme on peut voir ici, il y a un building, j'ai créé sa largeur, sa hauteur, voilà, ses dimensions, etc. Et là, en fait, ce que j'ai fait, avec bien sûr le langage Solidity, c'est un truc ultra simple, encore une fois. C'est, j'ai pushé à chaque fois Out, Gallery, University, voilà. C'est vraiment un petit truc très simple. Et là, comme ça, de mémoire, il me semble que c'est bon. Après, il faut peut-être flatten ce contrat. En fait, c'est ici. En fait, flatten, c'est en gros, c'est comme un fichier .min.js. En gros, on va juste le compresser pour préparer en production. Voilà, je voulais juste vous montrer un peu, cet écran-là, en fait,
enfin voilà, à quoi ça ressemble en fait, vraiment concrètement le développement Solidity, parce que même moi en fait au tout début j'entendais vraiment beaucoup de choses sur ce langage-là et j'avais peur et au final c'est pas aussi compliqué que ça en fait. On a un modèle, enfin voilà. Je vais revenir du coup, je vais revenir à la présentation si tu veux. Bon, une fois on a créé le contrat, juste après, comme je vous ai dit, donc save et flatten. Et après, il faut se connecter avec MetaMask. MetaMask, il faut juste le voir en tant que c'est un plugin en fait qui permet de brancher votre wallet. Et du coup, une fois que vous vous connectez, en fait, vous pourriez vérifier une transaction. Une fois que vous vous connectez à MetaMask, il faut avoir un tout petit peu de l'Ethereum dessus, un tout petit peu. Et comme ça, en fait, vous pourriez effectuer la transaction et avoir justement là le résultat de cette transaction-là. Comme ça, on vérifie le contrat. D'accord. En tout cas, ça c'est juste, c'est juste en local, c'est pas déployé. Ensuite, il faut se connecter avec abi.json et bien évidemment du côté après Unity, il faut revenir pour dire OK, pour chaque request, on va se connecter à un environnement. Et du coup, c'est comme ça qu'on va créer ça avec abi.json. Et faut voir ça une promesse. Ce sera en fait ce que je vous dis là, c'est normalement c'est vraiment quelques petites lignes. On parle de 3 à 5 lignes. Une promesse, on success, on fait ça, on error, on fait ça. Toute la complexité est gérée par le contrat. Le contrat, c'est lui qui garantit en fait que si telle condition est validée, je fais telle chose. Et nous, en fait, en contrepartie, du point de vue, j'ai dit Unity, mais là, en fait, on parle du vraiment bas niveau. Donc, on parle de Visual Studio. Côté Visual Studio, il y a en fait, faut avoir une certaine promesse pour dire bon, on success, on fait ça, on error, on fait ça, et ça en fait, on l'utilise avec le web3.ethereum.contract, c'est une classe. Okay. D'accord. Bon, voilà, ça je l'ai fait vraiment avec Three.js, c'est vraiment un petit truc très simple, voilà. J'ai le repo, je vais le partager bien évidemment. Moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait après? Et je vais le partager à la communauté, comme ça, en fait, on a quand même une petite roadmap ou une petite prévision sur où est-ce qu'on va aller, selon les préférences, bien sûr. Si on est vraiment côté, on aime tout ce qui est vraiment développement pur et dur, Visual Studio Code, vraiment, il y en a certains qui aiment ça. En fait, on peut s'orienter un peu plus pour la facilité et-Frame, par exemple, qui peut intégrer Three.js. Si on veut vraiment encore descendre d'un niveau, on peut voir OpenGL ou les librairies vraiment de traitement d'image assez bas niveau. On peut voir aussi Vuforia l'intégration avec tout ce qui est natif, parce qu'en fait, on a natif et bien évidemment tout ce qui est IDE avec Unity ou Unreal Engine, etc. Mais si on veut, en fait, on est plus sur du design, disons de l'IDE assez moderne, comme Unity, comme des choses qui vraiment aident beaucoup à l'avancement. On peut plus s'orienter vers Oculus ou un autre SDK. Bien évidemment, on rappelle, l'Oculus, il a son propre SDK si on veut exporter sur Oculus. On a aussi HTC, on a les autres, etc. On peut voir côté Spark AR, ça c'est vraiment tout ce qui est AR, mais on parle de quelque chose qui sera aussi porté, comme je vous ai dit, sur tout ce qui est lunettes augmentées. Pareil, donc là, la guerre entre Snap et Facebook, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas et ils ont essayé de les racheter, ils ne voulaient pas. On parle aussi pardon, Spark côté Facebook, je suis désolé, et Snap côté Snap Lens, c'est côté Snap. Donc moi j'ai les deux en fait. À chaque fois, parfois je joue un peu avec l'un ou l'autre. C'est vraiment très sympa. Et bien évidemment, je rappelle que ils sont gratuits. Après, il y a AR Foundation qui inclut
tout ce qui est hardcore ou ARKit. Et là, on parle si on veut viser du développement en réalité augmentée, là, en fait, on ne parle pas de réalité virtuelle, Ouais, tout à fait, ouais. voilà, on parle de réalité augmentée. Donc, si on veut viser iOS, enfin, voilà, les devices Apple, on utilise ARKit, juste ARKit. Si on veut viser juste Android, on utilise ARCore. Mais Unity, avec son équipe, ils ont créé une sorte d'interface qui va permettre aux développeurs enfin, bon, c'est pas nouveau, hein, ça date de 3 ou 4 ans ou plus même, qui permet en fait de développer le même code pour les deux plateformes. Donc, c'est excellent. Donc, on va juste développer, enfin voilà, on écrit en C# et bien évidemment, il y a par exemple on peut pas faire du lidar sur Android, mais enfin voilà, c'est une base commune qui permet de mutualiser le dev et une fois on peut cibler les deux plateformes. Après, bien évidemment, il y a Vuforia et OpenGL sur Unity complète. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, donc, je pense que... Oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bon. En fait, quand effectivement on t'écoute, hein, bon, on voit quand même que les piles techniques sont quand même effectivement assez nombreuses. Il y a pas mal de choses à faire. C'est pas encore totalement intégré, même si effectivement on commence à voir des choses intégrées. Et au bout du compte, on est vraiment au tout début. Hein. C'est ce qu'il faut se dire aussi, hein, évidemment. Oui. Voilà. C'est un domaine assez complexe pour l'instant. Donc, on tente de plus en plus en fait à le faciliter et donner beaucoup plus d'outils, comme je vous ai dit, enfin comme j'avais partagé avec Spark, etc., Air Foundation, pour vraiment qu'on facilite un peu plus. Et c'est pour ça aussi que les développeurs dans ce domaine-là, ils sont en explosion de demandes actuellement. D'accord. Alors, tu vois, en discutant, je me dis que du côté de Microsoft, ils ont déjà une plateforme, alors qui n'est pas du métaverse, hein, c'est Minecraft. Et en fait, ça pourrait presque servir de base pour le métaverse MS, en fait, ce truc-là. Grave. Franchement, j'ai eu la même idée l'autre fois. Je me suis dit, ils vont faire un Minecraft en réalité virtuelle et on les présentait vraiment comme... Il y a une base énorme d'utilisateurs. Bah voilà, non, mais c'est ça, en fait. Ils ont une base, hein, avec ça. Hein. Oui, non, mais c'est énorme s'ils partent là-dedans. Ouais. Après, effectivement, c'est comment tu interfaces ça, effectivement, avec des devices comme ça, comment tu remappes à l'équipe de dev. Effectivement, il y a du boulot, mais je pense que si là, ils veulent vraiment lancer un métaverse grand public, pourquoi pas se baser sur ce qu'ils ont déjà. Donc, Minecraft, voilà, c'est fun, c'est ludique, il y a beaucoup de choses dedans. On ne sait jamais. Hein. Grand public, je pense que ça sera dans un deuxième temps, mais en tout cas pour le gaming, c'est excellent. C'est-à-dire en fait que moi, par exemple, imaginons, moi je joue pas à Minecraft, si je me connecte sur, imaginons Minecraft VR, je veux par exemple ne pas être tapé par des gens, tu vois. Ça serait top. Évidemment. Et si on commence par le gaming, c'est top. En fait, on a une communauté de malades en fait qui n'attendent que ça. Ils tous les jours depuis des dizaines d'années. Donc, je pense que tu n'as pas plus fidèle. Quoi. Ok, écoute, ce sera le mot de la fin, parce qu'on est déjà à presque 50 minutes quand même. En tout cas, un grand merci à toi. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur l'obscurité un petit peu du métaverse. Donc, j'espère que ça a donné quelques idées, quelques précisions. Alors, on ne parlera pas du côté obscur possible du métaverse, parce qu'on a le dark web. Sans doute qu'on aura aussi un dark métaverse aussi à un moment donné. C'est la dure loi des technologies. Hein. Il y a toujours une déviance qui arrive effectivement à un moment donné. Donc, sans aucun doute qu'on aura effectivement une face sombre. Si vous ne connaissez pas effectivement Dark City ou Tron, je vous invite effectivement à regarder un petit peu Tron Legacy. Il nous montre aussi un petit peu tout ça. Voilà, donc voilà. Et c'est comment effectivement on rejoint la réalité et le monde de ma virtuelle et de l'anticipation. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que ça a plu à tout le monde. Donc, je rappelle que Realize Note est disponible sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci à toi. Et puis, on ne manquera pas de revenir sur ce sujet-là dans les prochains mois sur Programmer. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore, François. Tout le plaisir est pour moi.